Bonsoir à tous. On va commencer, si vous voulez bien. Donc, on se réunit ce soir pour une nouvelle expérience de paysage. On est ravis de ce soir, de cette expérience de paysage autour du littoral et de penser l'adaptation au-delà du risque. Les expériences de paysage de Nouvelle-Aquitaine, c'est un projet qu'on porte, et un projet partenarial en fait entre la FFP Nouvelle-Aquitaine, l'ENSAP de Bordeaux et le laboratoire Passage, et puis le CAE de la Gironde. Et donc, c'est un projet qu'on porte depuis maintenant quelques années et qui vise vraiment à restituer en fait des témoignages de paysagistes et à illustrer aussi la diversité des pratiques euh, des paysagistes, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Et donc ce soir, on accueille donc Sophie Dulot et Barthélémy Schumberger. Je laisserai ensuite Rémi les présenter un peu plus en détail, mais donc à noter aussi que l'on aura un prochain rendez-vous donc le 16 janvier qui portera sur la démarche adapto et la question aussi du recul du trait de côte et comment le projet de paysage s'empare aussi de ces questions. Voilà, un peu le fil rouge de notre cycle étant la question des risques et du changement climatique et du projet de paysage face à ces questions. Merci Sonia, bonsoir, bienvenue chez nous, bienvenue au CAUE, on est ravis de poursuivre ce partenariat. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, oui, il y a des paysagistes au CAUE, voilà. Donc, ravis d'avoir rejoint l'aventure. Nous travaillons activement aussi sur cette question du changement climatique. Comme vient de le dire Sonia, en janvier, le 16 janvier, ce sera le Conservatoire du littoral qui viendra témoigner de ce qu'on fait avec eux. Ce soir, on va avoir aussi un bel exemple à 2 mois. Donc, voilà, on vous invite à revenir autant que vous voulez. C'est un lieu aussi pour le paysage et c'est comme ça qu'on le revendique aussi, autant qu'à l'école et bien d'autres lieux. Voilà. Je passe la parole à Rémi. Oui, vraiment rapidement pour vous présenter rapidement nos deux intervenants, puisqu'on vous remercie d'être là, mais on remercie aussi nos deux intervenants d'être venus, qui parfois viennent de loin, ça serait La Rochelle, c'est pas si loin, mais voilà. Bon, bonsoir à tous et merci d'être venus malgré la pluie. Je suis très contente d'être là et je pense Barthélémy aussi. Donc, on va vous présenter nos 2 travaux en conversation croisée. Moi, je suis Sophie Hulot, comme vous avez entendu tout à l'heure. Je suis architecte de formation initiale et j'ai travaillé 10 ans en agence, donc à la fois à Paris dans une grosse agence et ensuite aux États-Unis. Et ensuite, j'ai bifurqué après l'ouragan Sandy. J'ai bifurqué vers le paysage et vers plutôt des formes d'enquête de terrain autour de l'adaptation. Et j'ai commencé, en fait, quand j'ai repris mes études en paysage, j'ai commencé par un master recherche à l'école de Versailles. Et là, maintenant, je poursuis avec un doctorat. Et entre-temps, donc, on a fondé avec mon amie Marie Banâtre un atelier de recherche, mais plutôt un atelier les territoires littoraux et aussi sur les représentations culturelles dominantes. En tout cas, on vient interroger les représentations culturelles. Ça va marcher. Oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà. Et donc, ce soir, je voulais vous présenter donc une de nos enquêtes de terrain qui est située sur le bassin Loire-Bretagne. Et j'ai oublié de préciser travaille plutôt comme des enquêtes indépendantes, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une commande qui soit créée, on crée nous-mêmes notre projet et notre manière de
de la démarche qu'on veut adopter. Ensuite, on va chercher des financeurs, donc c'est plutôt des financeurs publics, qui vont soutenir cette recherche sur, là, c'est 3 ans et ça va passer à 4 ans. Et pour commencer, je voulais vous poser une question. Alors, bon, on est un peu trop nombreux, je pense, pour que chacun y réponde, mais à quoi vous pensez quand on parle de changement climatique et de littoral? C'est quoi la première image qui vous vient en tête? Peut-être qu'il y en a un ou deux qui veulent répondre. Ouais. Ouais, ok. Et comme aléa de changement climatique, enfin, la tempête. Là, en fait, l'idée, c'est de dire les premières choses qui nous viennent en tête. C'est un peu pour voir, en fait, qu'est-ce qu'on a comme représentation culturelle dominante. Ouais. L'érosion. Il n'y a personne qui dit la submersion. Ouais, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est la première. C'est celle qui est la plus représentée dans les médias. C'est la montée des eaux, les tempêtes, effectivement. Là, c'est Saint-Malo, mais ça, c'est de manière normale, on va dire. Et après, là, c'est l'île de Jean-Charles aux États-Unis. Donc, et ça, c'est l'île culturelle. De manière, c'est ce qu'on a essayé de déconstruire dans notre enquête. Pour nous, cette manière de montrer le changement climatique comme étant un impact très fort, par exemple de submersion ou d'érosion, ça cache aussi tous les autres impacts qui sont généralement cumulatifs. Donc cette enquête sur l'adaptation, donc j'ai oublié de dire que Marie Banâtre, avec qui je travaille, donc ce que je vais vous montrer, c'est un extrait de ce travail-là et qui a Merci aussi. Oui, ça c'est le périmètre d'étude, pardon. Et donc c'est sur le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Et on a pris, donc ça va de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au début de l'estuaire de la Gironde. Donc ça c'était pour prendre un périmètre assez large. D'enquête. Donc il y avait les expéditions de terrain et l'arpentage. Donc on a fait beaucoup d'expéditions de terrain en tout, je crois, sur 3 ans. Enfin, on y est allé plein de fois en tout cas. Et des interviews auprès d'acteurs et et ensuite on a fait pas mal de Mais non, c'est intéressant. projets donc à l'échelle du bassin versant et des reportages photographiques sur la variété des paysages. J'avais oublié de dire avant le contexte pourquoi en fait on s'est lancé dans cette enquête. Il y avait 2 choses en fait pour nous qui étaient importantes. C'est au niveau personnel, en fait, on avait un sentiment d'inquiétude grandissante, une angoisse persistante avec laquelle on vit chaque jour. Et on a quand même, il faut le dire, assez peur de la catastrophe qui arrive et de la complexité, en fait, des éléments qui se superposent. Et au niveau professionnel, donc c'est les deux qui sont chevauchés. Au niveau professionnel, donc à la fois Marie, elle qui avait travaillé au ministère de l'écologie, et moi plutôt en recherche. On avait travaillé sur les sujets du littoral et de l'adaptation depuis déjà quelques années. Et en fait, on se demandait, on avait envie de comprendre l'inertie ambiante face à ces sujets. Et d'un autre côté, l'impression que le climat et l'écologie sont à la fois partout et nulle part. Donc ça a été aussi théorisé, ça s'appelle la société vert clair, voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois on l'entend partout et à la fois dans les dynamiques concrètes, on voit qu'il y a du mal à ce que les choses se transforment. Et donc on avait l'impression d'une forme de distorsion entre un climat qui change très rapidement et qui impacte nos modes de vie, et d'un autre côté, nos manières d'y répondre qui semblent ne pas vraiment être adaptées et nos manières de penser l'adaptation qui sont comme inadéquates et obsolètes. Ou pour le dire dans une autre forme, peut-on réellement s'adapter quand tout ce qui est autour de nous change, mais que nos repères et nos représentations culturelles restent fixes? Et ça, c'est ce que j'essaye d'étudier à travers la thèse.
Alors, pour le contexte, je voulais rappeler un petit peu justement le contexte en lien entre le littoral et le changement climatique. À savoir que nous, on a choisi de travailler sur le littoral plutôt parce que c'était ce qu'on appelle aussi les paysages sentinelles. Ça a été montré par Mathieu Dupérex. Et donc, paysages sentinelles, c'est en fait des paysages d'alerte où les changements climatiques vont être plus forts, ou en tout cas vont être plus visibles. Et ça peut être aussi le cas dans les zones de montagne. Et donc, pour cette enquête, on s'est intéressé plutôt spécialement aux dynamiques contradictoires, aux ambivalences ou aux dissonances actuelles autour des sujets du changement climatique. Et pour le rappeler, donc sur les territoires, en fait, ce que je voudrais rappeler au début, c'est qu'on sait tous dans cette salle, je pense que si vous êtes là, les impacts des effets du changement climatique, mais je vais quand même les rappeler. Donc sur les littoraux comme ailleurs, les changements climatiques se traduisent par un cumul de phénomènes qui modifient et vont modifier profondément les paysages et nos manières d'y habiter. Donc on parle évidemment de la montée du niveau de la mer, les perturbations des courants marins, l'acidification des océans, l'accélération de l'érosion des côtes, mais également la hausse des températures, de l'air et de l'eau, les perturbations des saisons, les aléas météorologiques intensifiés et plus fréquents. Donc là, on a les tempêtes, les inondations, les sécheresses, les canicules et les méga-feux. Ça fait déjà beaucoup. Et donc là, j'ai mis les images de l'ouragan Sandy quand moi j'ai habité là-bas. Et des impacts sur les maisons. Ça, c'était la tempête Xynthia en Charente-Maritime. Là, c'est les méga-feux en Gironde. La dune du Pilat. Et là, c'est la Loire asséchée avec la sécheresse. L'île Tudy, donc toujours avec la montée du niveau de la mer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les impacts, je sais pas, mais en tout cas, les impacts seront de plus en plus complexes à gérer, arrivant souvent simultanément avec des modifications profondes des paysages et de nos manières d'y habiter. Donc, on parle alors de terres submergées, de destruction d'habitats et d'infrastructures, de zones devenues inhabitables, raréfaction des ressources, pénurie d'eau douce, déplacement de population, multiplication des conflits liés à l'eau et au partage des terres, effondrement de la diversité du vivant et effets en cascade. Et certains changements seront irréversibles. L'élévation du niveau de la mer va par exemple se poursuivre pendant des siècles. Ce qu'on a montré dans ce schéma de la complexité, c'est aussi que ces conséquences sont accentuées par des dynamiques anthropiques qui sont à l'œuvre déjà depuis de longues années sur les paysages littoraux. Donc là, c'est les fortes anthropisations, fragilisation et fragmentation des paysages. Donc là, c'est poldérisation, artificialisation, extraction, pollution, dégradation des sols, perte des zones humides, et c'est une longue litanie plutôt morbide. Donc dans ce schéma, ce qu'on a montré, c'est les éléments qui se percutent et des effets dynamiques, voire d'effets en chaîne, entre donc les amplifications que je viens de citer, les effets du changement climatique qui sont bien plus vastes, on le voit, que juste la montée du niveau de la mer. Donc on voit que c'est tous ces éléments cumulés qu'il va falloir travailler quand on parle du changement climatique, et pas juste l'élévation du niveau de la mer qui est le premier présenté sur toute la sphère. Ensuite, on a mis donc les franchissements des limites planétaires et les effets de seuil. Donc ça, c'est tout ce qui va être élément de bascule qui fait que ça va s'amplifier encore plus si on passe ces effets de seuil-là. Et de l'autre côté, on n'a pas encore fini, donc c'est un schéma en cours, mais c'est sur les impacts et réactions en chaîne. Donc là, c'est plutôt sur les impacts sur les modes de vie. On a travaillé en parallèle à la fois sur les modes de vie humains et non humains, donc qui comprend tout le vivant et les espèces vivantes. Et on s'est questionné vraiment sur quels étaient les impacts et quels étaient leurs effets de l'un à l'autre. En fait, ce qui est important aussi, c'est que malgré la connaissance de ces enjeux, comme je disais, tout ça, en soi, tout le monde le sait un petit peu, on l'a tous déjà lu, il y a je sais pas combien de rapports et d'alarmes du GIEC. Et pourtant, malgré la connaissance de ces enjeux, on observe une grande inertie des acteurs sur le terrain. Et là, je fais référence donc à nos 3 années d'enquête. Donc, en réponse à la succession de rapports scientifiques sur l'évolution du climat, naît une succession de plans de transition, d'adaptation. Le climat et l'écologie semblent être partout dans les discours et les effets d'annonce. Pourtant, sur le terrain,
on observe une très grande difficulté à changer nos modes de vie et d'habiter. Ainsi, la plupart des mesures d'adaptation qui sont mises en œuvre sont fragmentées, sectorielles, avec des solutions techniques onéreuses, à grand renfort de subventions publiques, qui semblent le plus souvent maintenir le système spatial et économique en place dans une vision à court terme, plutôt que d'enclencher les transformations spatiales et sociétales inévitables. C'est par exemple le cas avec la construction d'ouvrages de défense, les digues et les enrochements par exemple, qui protègent les personnes et les biens, bon, j'ai pas mis des photos mais vous en aurez après, qui protègent les personnes et les biens à court terme, mais qui aggravent l'érosion, dégradent les écosystèmes naturels tout en repoussant à plus tard les transformations spatiales inévitables. En parallèle, toujours plus d'infrastructures, de maisons sont construites et achetées dans des zones qui seront bientôt submergées ou hautement vulnérables. L'attrait de la mer et de l'imaginaire de vie y associé y semble plus fort que les risques annoncés. Et cet attrait devrait continuer de croître avec plus de 3,6 millions de nouveaux habitants attendus d'ici à 2050 en France métropolitaine. Donc les questions centrales en fait de notre recherche, comment appréhender les transformations dues au changement climatique, à la fois dans les modifications physiques des paysages et dans l'ampleur des conséquences sur nos manières de vivre. Voit-on réellement les changements à l'œuvre ou nous protégeons-nous dans une forme d'accoutumance et de déni? Les représentations culturelles dominantes, les manières d'appréhender et de répondre au changement climatique contribuent-elles à faire perdurer le déni, l'inertie et à verrouiller les trajectoires d'un avenir habitable? Quels paradoxes, quelles contradictions se traduisent dans nos rapports au paysage, dans nos perceptions du changement, dans ce que nous nommons adaptation? Et c'est ça qu'on a essayé de déconstruire, ou en tout cas de chercher avec l'analyse de ces discours dominants. Donc sur cette première partie, je vous montre une cartographie. Donc on a essayé d'analyser les mouvements de pensée. Donc c'est des grandes cartes mentales. Les mouvements de pensée, les croyances, les perceptions, représentations et injonctions sociales qui constituent à différents degrés et à différentes échelles, collectives et individuelles, les discours, les manières de voir liées au changement climatique. Nous voulions faire un état des lieux des perceptions actuelles afin de décrypter les dissonances et paradoxes qui, selon nous, engendrent un certain type d'adaptation, une adaptation périphérique ou de surface, qui fait perdurer un système en place plutôt que d'en changer la forme de manière radicale. Donc pour ça, on a utilisé l'outil de la carte mentale pour rendre visible et remettre au premier plan des notions souvent invisibilisées et non reliées. Elle est pour nous comme une construction analytique et conceptuelle qui permet de décrypter et représenter, rendre intelligibles des dynamiques à l'œuvre. Donc là, je vous mets un petit peu la manière dont on l'a construite et je vais après vous en zoomer quelques étapes parce que vous voyez que c'est assez monumental. Ça, on a mis 2 ans à la faire, hein, donc c'est pas apparu comme ça. Et on a choisi de croiser en fait 2 échelles différentes, à la fois l'une sociétale et collective, qui comprend par exemple les représentations culturelles, les injonctions sociétales, les discours des pouvoirs dominants, les principes d'adaptation imposés et uniformisés, et l'autre à l'échelle plus intime, celle de l'individu. Et là, on peut parler de perception, de croyance et de ressenti. On a nommé cette carte « Garder l'illusion que tout tient encore ». Donc, en fait, c'est ce qui constitue tout ce qui fait que pour l'instant, on reste dans cette impasse. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu montrer. Et si je vous en montre quelques-unes, donc là, on a travaillé sur... en fait, donc tout ça, c'est des formes d'arborescence qui font des liens entre des choses qui ne sont pas reliées habituellement. Donc, si on prend l'une d'elles, c'est l'illusion de la maîtrise. Donc là, on l'a relié au mythe du progrès, la course à l'innovation, l'approche techno-solutionniste, l'idée que l'innovation et la technologie vont nous sauver, approche défensive et d'ingénierie lourde, le positivisme à outrance et la négation de la difficulté, l'illusion que l'homme est tout-puissant et que nos modèles de société sont immuables. Bon, alors évidemment, c'est plus complexe quand on regarde la carte. Et on a relié cette notion à l'invisibilisation. Par exemple, l'invisibilisation de nos fragilités, de nos vulnérabilités.
elle est en dessous. L'invisibilisation de nos dépendances, invisibilisation des alternatives, l'invisibilisation des modes de production de masse et de leurs conséquences. Ensuite, on a relié cette notion à ce que nous avons appelé les rouages du pouvoir, maintenir et légitimer le système en place. Donc là, c'est tout ce qui est intérêt économique à ce que rien ne change, minimiser la crise climatique, inertie technico-administrative, frein au changement, empêcher la mise en place de mesures limitatives, discréditer les contre-pouvoirs, accélération, injonction à la productivité et à la vitesse, ne plus avoir le temps de débattre sur les questions démocratiques et sociétales qui engagent pourtant l'habitabilité de la Terre pour l'homme et autres vivants. J'ai oublié de mentionner que donc ces grandes cartes, on les a faites à partir évidemment de nos entretiens qu'on a fait pour l'enquête de terrain, de nos lectures et après tout ce qu'on lit et qu'on voit depuis qu'on travaille sur ces sujets. Un peu plus loin, on l'a relié au greenwashing climatique, la propagande consumériste et à la désinformation et divertissement. Donc greenwashing généralisé, c'est ce qui est relié aussi à, par exemple, qu'on aurait pu appeler planification écologique, mots vidés de leur sens, société vert clair, je vous en ai parlé tout à l'heure, faire croire que l'on agit quand rien ne change, le climat, les transitions, l'écologie semblent être partout et nulle part. Puis un peu plus loin, tout ce qui est diversion, divertissement, vision brouillée, saturation de vidéos, d'images, de messages, information en continu sans hiérarchie de contenu, altération du jugement critique et du discernement. Donc ça, c'est des dynamiques qui, pour nous, contribuent à faire qu'on garde l'illusion que tout tient encore. Et encore un peu plus loin, on a mis le déni de la catastrophe, inertie, blocage, frein au changement, ou nourrir les freins au changement. Donc là, on a mis déni de la catastrophe, refuser de voir, cacher la peur panique qui nous embrase parfois, rester en zone de confort, s'accrocher aux habitudes, inertie, blocage, ne pas percevoir le danger, injonction à imaginer des futurs désirables. C'est-à-dire nous, on voulait aussi mettre en avant le fait que tout le monde nous demande d'imaginer des futurs désirables, alors qu'en fait, on a méga la trouille devant ce qui, pour l'instant, arrive. Fabriquer des utopies consensuelles. C'est justement en lien avec ces futurs désirables qui ne fâchent à peu près personne. Donc là, on peut parler des scénarios 2050 où tout le monde est à vélo avec des éoliennes en fond dans le paysage. Donc tout ça reste profondément consensuel et ça invisibilise aussi les conflits, les rapports de pouvoir, les enjeux, les inégalités et les effets en chaîne. Je crois que je l'avais relié aussi à l'injonction de la résilience. Et donc là, je vous avais mis une citation de When the Levees Broke de Spike Lee après l'ouragan Katrina, pardon. Nous ne voulons plus jamais être qualifiés de résilients. Nous voulons résister aux choses qui continuent de nous forcer à devenir résilients. Et un autre grand paradoxe qui nous a intéressés, c'est à la fois la fascination pour la catastrophe qui est vraiment très présente, justement comme je le disais au début, avec toutes ces images qui sont véhiculées dans les médias, dans nos feeds, sur nos téléphones. Donc la catastrophe fascine surtout quand elle est ailleurs, donc la montée des eaux, les tempêtes, les ouragans, les glissements de terrain. Et on se retrouve hypnotisé par ces images, à la fois fasciné par l'esthétique du désastre. On va pas y arriver avec ce zoom. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne, je continue? C'est toujours en ligne. Je suis en lien, mais je sais pas. C'est pas mon ordi, là, si. C'est pas mon ordi, ça. Il y a quelqu'un qui bouge la souris, mais c'est pas moi. Teddy, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais? Ah, c'est ça. Bon, je continue. Ça partage l'écran toujours ou... Ouais, ça continue. Là, c'est plus partagé, hein. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Ah oui. Donc, je reprends.
Donc, un autre grand paradoxe qui nous a intéressés, c'est donc la fascination pour la catastrophe, où on se retrouve hypnotisé par ces images, à la fois fasciné par l'esthétique du désastre et terrorisé, tétanisé par ce qui arrive. On peut même trouver une forme d'accoutumance et une banalisation à la fin du monde, programmée et rabâchée partout, et finalement continuer de vivre comme si de rien n'était, en se rassurant que tout tient encore. On l'a relié à s'habituer à vivre dans des mondes abîmés, et c'est parce que d'un autre côté, la perte de la diversité du vivant ou la dégradation continue des paysages deviennent pour nous une normalité admise comme telle et non remise en cause. On peut relier ces dissonances à ce qu'on appelle la référence glissante, qui a été théorisée par Daniel Pauly, l'océanographe, et ensuite par Virginie Maris, qui est le fait de considérer comme référence l'état le plus récent de la planète, celui de notre vécu, en oubliant ce qu'il a été dans le passé. La référence qui nous sert à lire un paysage glisse, on ne perçoit plus l'appauvrissement de la diversité du vivant, et notre capacité à s'accoutumer à un environnement dégradé s'accentue sans même que nous en soyons conscients. Donc là, c'est s'habituer à des paysages dégradés, appauvris, ne pas ressentir le sentiment de perte, de tristesse ou de colère lié à la disparition d'une espèce, d'un milieu, d'un paysage. Et on parle de perception atrophiée ou anesthésiée. Et on pourrait se dire aussi qu'il en va de même pour les catastrophes. Nous semblons collectivement à nous habituer à voir ces images de désastre sans réellement changer de trajectoire. Donc, pour nous, ces dynamiques, à la fois conscientes ou inconscientes, choisies ou subies, amènent, selon nous, vers une illusion de sécurité et une non-perception du danger à l'échelle sociétale. Associée à l'invisibilisation de l'avenir dans les transformations des paysages et de nos modes de vie. Elles engendrent également, donc ces dynamiques conscientes ou inconscientes, un certain type d'adaptation aujourd'hui dominante, une adaptation qui ferait perdurer le système en place plutôt que d'en changer la forme. Et elles conduisent également à une exacerbation des rapports de force, un accroissement des inégalités et une augmentation des vulnérabilités des systèmes écologiques et sociétaux sur le temps long. Donc là, je vous ai mis juste un petit schéma des modes d'adaptation dominantes. Je pense qu'il y en aurait d'autres, mais on a mis un peu les grandes entrées. Donc, il y a l'adaptation défensive. Là, c'est le gigantisme des systèmes de défense comme les digues de plus en plus massives. Donc là, on peut parler de Xintia en France, mais aussi toutes les digues qui ont été érigées après Fukushima au Japon. Donc, construction de murs aussi aux frontières et de digues face à la mer. On parle aussi dans les modes d'adaptation dominants de gestion des risques. Donc là, c'est la vision unifocale basée sur les risques, les dangers, les dispositifs de défense, des cadres prescriptifs qui sont axés sur la protection face à l'aléa et de l'argent public utilisé vers la construction de digues, enrochements, épis. Et je vais vous montrer des exemples ensuite. Après, j'ai mis aussi approche top-down, où il y a des impositions de plans d'adaptation, de plans de résilience ou de planification écologique, peu ou pas de consultation de la population, des habitants, des usagers ou des citoyens. Et j'ai mis ensuite adaptation incrémentale. Donc ça, l'adaptation incrémentale, c'est un peu tout ce que j'ai décrit déjà au début. C'est une mesure ayant pour objectif le maintien de l'intégrité d'un système sans en modifier fondamentalement l'organisation. On peut parler d'organisation spatiale, mais on peut parler aussi d'organisation sociétale. Et j'ai aussi mis la maladaptation. Donc la maladaptation, ça désigne un processus d'adaptation qui engendre un accroissement de la vulnérabilité au changement d'adaptation. Et je pose aussi la question, en fait, cette adaptation qui est créée aujourd'hui, c'est une adaptation pour qui? Qui est-ce qu'on inclut et qui est-ce qu'on inclut dans ces modèles d'adaptation? Et qu'est-ce qu'on protège ou au contraire, qu'est-ce qu'on masque et qu'est-ce qu'on oublie? Je vous ai mis ensuite quelques exemples issus de notre enquête de terrain. Donc là, c'est tout ce qui est digue, adaptation défensive, comme je l'ai montré sur le schéma. Donc nous, qu'on a relié plutôt à l'illusion de la maîtrise et de maîtrise aussi du milieu sur lequel on habite et des aléas. Donc sur notre périmètre d'enquête, en fait, il y a le plan digue
post-Xynthia qui comprend 137 opérations et que la Cour des comptes a évalué pour un coût total de 150 millions d'euros. Donc c'est aussi beaucoup d'argent public qui est fléché vers ce type d'adaptation et pas d'autres types d'adaptation. C'est aussi ça qu'on a voulu montrer avec notre enquête. Donc là, je vous en ai mis plusieurs exemples qu'on a rencontrés sur le site. Donc là, c'est le plan digue après Xynthia, et là, c'est Châtel-Haillon. Et on voit sur le petit logo que donc ces financements publics, ça provient de l'Europe, ça provient de plein de sources différentes. Donc là, il y a enrochement plus digue. C'est assez grand. Et j'ai aussi mis que c'était en fait les mêmes dynamiques ailleurs. Donc là, je parlais de post-Xynthia, mais en fait, c'est les mêmes dynamiques à l'œuvre ailleurs. Donc là, j'ai mis Lacano, Océan, qui, bien qu'ils aient fait aussi tout un plan justement sur la restructuration, il y a quand même aujourd'hui, ça c'était l'année dernière, tout un confortement du front littoral qui est en train d'être fait et qui doit être fini depuis. Ça, normalement, je crois qu'il conforte tout le front littoral pour se protéger jusqu'à 2050. Donc, ce sont les mêmes dynamiques ailleurs. Et là, c'est en Bretagne. Donc là, on voit que toutes les maisons sont complètement derrière la digue. Et je pense que de leur fenêtre, ils voient à peine la mer, quoi. Donc, c'est quand même à se poser la question pourquoi on veut continuer absolument à vivre là. Donc d'un autre côté, les alternatives aux digues existent. C'est parce qu'on, comme vous allez recevoir aussi le Conservatoire du littoral avec les projets adaptaux, mais elles restent minoritaires. Donc on peut parler de la dépoldérisation, c'est-à-dire la réouverture à la mer de secteurs remblayés. Donc là, c'est justement le Conservatoire du littoral avec adapto, ou le recul stratégique de l'urbanisation, immersion. Mais ça, c'est présenté plutôt comme des scénarios futurs, pour un futur lointain, 2050 et 2100, et qui font l'objet d'expérimentations à des échelles minuscules par rapport aux enjeux réels. Donc c'est peu mis en place, et c'est plutôt au stade de l'étude aujourd'hui. Je vous ai mis aussi un autre exemple de nos cas d'études qu'on peut relier à cette grande carte mentale. Donc là, c'est la Faute-sur-Mer qu'on a appelé ce site la cuvette de la mort. Donc c'était aussi suite à la tempête Xynthia. Enfin là, c'était pendant la tempête Xynthia. Il y a eu 600 maisons qui se sont retrouvées classées en zone noire pour être entièrement rasées après. Donc 600 maisons, c'est quand même énorme, qui étaient donc construites en zone inondable. Et on était plutôt sur des zones pavillonnaires. Je sais, 29 personnes ont péri noyées dans ces maisons parce qu'en fait, elles étaient en rez-de-chaussée et que quand il n'y avait plus d'électricité, ils pouvaient plus sortir de leur maison ou que l'eau était derrière. Et donc, après avoir déconstruit ces 600 maisons situées en zone noire, en fait, l'État, c'est devenu un golfe. Donc, là, on voit les 600 maisons. Et là, c'est devenu un golfe. Nous, on parle de cette histoire plutôt comme la volonté d'oublier le danger et le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller jouer au golf tranquillement et personne ne sait qu'en fait, il y a eu 600 maisons rasées et 29 personnes qui ont péri. Alors, un peu plus loin, il y a un petit monument aux morts qui a été fait, mais en fait, quand on joue au golf, on ne le sait pas forcément. Je vous ai mis après d'autres projets, mais je crois que j'ai peut-être dépassé mon temps. J'ai mis le projet de la renaturation du marais Tadon, donc ça c'est à côté de La Rochelle. Et nous, on venait, en fait, dans cet exemple-là, on venait montrer que, par exemple, des villes vont renaturer un marais, et ça c'est super, donc il y a tout un espace écologique qui va être renaturé. Mais d'un autre côté, c'est à des fins utilitaristes, parce que c'est pour montrer la capacité de capter du carbone de cette zone naturelle, et du coup peut-être arriver à ce territoire zéro carbone de la ville de La Rochelle. Là, je parle de La Rochelle, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples d'autres villes, et c'est pas pour pointer spécialement La Rochelle, c'est plus pour dire que ces dynamiques de compensation, elles sont aussi questionnables justement sur l'utilisation ou le défaut d'utilisation de ces zones naturelles qu'on va réhabiliter pour pouvoir continuer de dépenser du carbone à hauteur de ce qu'on fait déjà aujourd'hui dans le deal de faire de la compensation avec ces zones naturelles. Je ne sais pas si vous avez tous bien compris. Là, je vous ai mis
faire des projets de méga bassines en disant qu'on va s'adapter au changement climatique. Ça, c'est financé à hauteur de 70% par les agences de l'eau, donc c'est par l'État. Donc il y a eu plein de polémiques qui ont suivi. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont été annulés, mais n'empêche qu'il y a quand même des projets de méga bassines qui font 6 à 8 hectares, 8 hectares, voire beaucoup plus grands, je me rappelle plus, j'ai dû le noter dans les papiers. Mais donc c'est des projets immenses, et donc quand je le relie à la maladaptation, c'est-à-dire qu'on fait de l'adaptation pour aujourd'hui, mais en fait qui va fragiliser l'adaptation sur le long terme, puisqu'on vient capter de l'eau à des échelles phénoménales, mais plutôt pour de l'agriculture conventionnelle qui part pour de l'exportation. Donc ça, tout ça, c'est questionnable. D'utiliser des fonds publics pour ce genre de... voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Et ensuite, on a mis la bande dessinée des algues vertes, une histoire interdite. Non, pardon, ça c'était encore les méga bassines. Et les algues vertes, donc l'histoire interdite. Donc ça a été fait, ça a été à la suite d'une grande enquête faite par Inès Léraud, journaliste d'investigation. Et là, les algues vertes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des grands plans d'algues vertes du ministère qui sont mis en œuvre déjà depuis des années. Et pourtant, en fait, c'est toujours le même cas, c'est-à-dire qu'il y a des échouages d'algues vertes tous les étés. Et donc là, nous, on y était dans les Côtes d'Armor en Bretagne, c'était l'année dernière. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a donc des moyens de faire de l'adaptation aujourd'hui qui pourtant ne règlent pas des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre depuis longtemps, mais parce que le problème est beaucoup plus complexe et qu'on s'attaque plutôt à et on essaye de régler l'adaptation de la même manière qu'on a réglé les dernières choses depuis ces dernières années, c'est-à-dire en réfléchissant en silo. Par exemple, les algues vertes, on va réfléchir aux algues vertes, la submersion, on va mettre des digues, et voilà. Et donc chaque chose a une réponse, mais qui répond à un aléa ou qui va pas prendre en compte toute la dynamique des effets cumulatifs comme on a montré sur le schéma tout à l'heure. Où là, c'est des dynamiques très complexes. Et donc, pour cette conclusion de cette première partie, donc dans ces quelques exemples rencontrés lors de notre enquête, montrent à la fois aussi les controverses et les paradoxes, les dissonances et les injonctions contradictoires sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc, on invisibilise, on cache ce qui se transforme. Par exemple, la pollution des rivières avec les algues vertes, la perte de la fertilité des sols, la baisse des ressources en eau douce avec les méga-bassines, parce que ça gêne et ça remet en cause nos manières de faire, nos modèles, notre confort de vie ou notre image d'un paysage figé et fantasmé de cartes postales, et notamment la carte postale liée donc à ces territoires littoraux. Donc, on a l'impression que notre enquête montre aussi cela, des faits et des actions qui ont à voir avec l'adaptation, renaturer, par exemple, ou protéger, assurer la sécurité alimentaire. Ça a été beaucoup dit justement autour de ces méga-bassines. Mais ça peut aussi être considéré comme des failles, avec du greenwashing, faire semblant de transformer, le déni, rester en zone de confort. Donc dans cette partie, on a ainsi voulu identifier les injonctions contradictoires qui cultivent aujourd'hui l'invisibilisation, l'inertie au changement et verrouillent nos possibilités d'un avenir habitable. Et la deuxième partie, c'est la recherche de l'adaptation, mais entre-temps, vous allez écouter Barthélémy. Ça va? Vous tenez, parce que c'est vrai que c'est un peu dense. Ça va? C'est déprimant, mais attendez, parce que la recherche de l'adaptation, ça va être positif. En même temps, c'est un sujet déprimant. Hein. Non, à nous non plus. Alors que nous, les autres. Bonsoir, donc Barthélémy Schlumberger. Moi, je suis paysagiste de formation. J'ai fait un petit tour dans la recherche et dans l'enseignement. Je suis basé à La Rochelle depuis 2006, où j'ai ouvert mon agence, l'atelier de paysage Landscape. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fondé une ONG qui s'appelle Bleu Versant, qui est en lien d'ailleurs avec mon travail de recherche, pour travailler en France et international sur aider les populations, les territoires à s'adapter au changement climatique à travers le prisme de l'eau, que ce soit en quantité ou en qualité.
Là, je vais vous présenter ce soir un travail de maîtrise d'œuvre. Donc là, on rentre dans le concret face à suite à Xynthia. Donc on est à La Rochelle. Euh, ça. Ouais. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu La Rochelle. Là, on a sur la carte, on a le vieux port avec les deux tours de La Rochelle. Et donc ça fait à peu près 2 kilomètres de longueur. Et donc suite à Xynthia, tout le quartier des Minimes. Alors il n'y a pas eu de mort à proprement parler à La Rochelle, mais il y a eu des dégâts conséquents. On a retrouvé les bateaux de plaisanciers dans les rues, ce qui était un paysage assez insolite. Il y a eu tout un travail d'analyse coût-bénéfice. Là, c'est des mots un peu barbares. On pourra parler aussi de l'approche assurantielle. Parce que derrière ce côté littoral qui est très attirant aujourd'hui, on assure de moins en moins les biens immobiliers. Et je pense que ça va être un facteur qui va déclencher une remise en arrière et un retrait de facto des bords de mer. Mais là, la commande, c'était d'arriver à réduire la vulnérabilité, pour pas dire protéger faire une digue. Donc ça, c'était la commande sur laquelle on s'est inscrit. On a été retenu avec une approche de participative assez ambitieuse. On pensait que d'ailleurs on avait un peu carte blanche. On s'est vite rendu compte que c'était pas tout à fait le cas. Mais on a joué le jeu pendant toute la période de diagnostic et d'esquisse sur ce territoire, où on a essayé plutôt que donc on travaillait, oui, pour l'équipe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la demande, c'était d'avoir un paysagiste concepteur mandataire, ce qui est assez rare sur ce type d'ouvrage, parce qu'on est en secteur sauvegardé. Donc il y a à peu près 4 couches de réglementation patrimoniale et environnementale sur ce dispositif, ce qui permet d'être un peu plus fin en termes d'approche. Et dans l'équipe, on avait 2 gros bureaux d'études internationaux sur des ouvrages maritimes, Artelia et Arcadis pour ne pas les citer, une architecte des bâtiments de France avec nous dans l'équipe et un économiste de la construction. Et on a nous proposé de travailler sur parce que c'était, même s'il n'y a pas eu de mort, ça a été quand même un traumatisme assez conséquent, et de travailler justement sur alors pas forcément sur le terme de résilience, parce que ma voisine a montré que finalement c'était un consensus un peu qui aboutissait pas forcément à grand chose, mais plutôt une sorte de catharsis et se dire qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience-là de ce territoire. Nous, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'est pas un ouvrage maritime à la côte qu'il fallait proposer. Donc c'est quand même un budget de 8 millions d'euros qui avait été provisionné pour faire des ouvrages maritimes lourds. Et nous, on a proposé de travailler finalement sur l'ensemble du quartier inondable et de laisser finalement la mer régulièrement monter, puisque finalement derrière une digue, on oublie la notion de risque. Et lorsqu'il y a dans le temps, il y a moins d'entretien parce que c'est un coût, finalement on oublie la notion de risque et c'est là où les catastrophes arrivent, notamment sur Xynthia. Et rapidement, finalement, on a été recadré parce que c'est des budgets qui sont lourds à aller chercher et à mettre en route. Et il y a une impatience politique qui doit répondre à sa population sur la notion de risque, qui n'était pas obligé de le faire. Ça, on s'en est rendu compte un peu plus tard qu'il n'y avait pas d'obligation pour la collectivité de faire des ouvrages de protection collective. On aurait très bien pu laisser finalement chaque résident, chaque propriétaire s'adapter lui-même. Mais ça, c'était un parti pris de la collectivité de montrer que le pouvoir public prend en main les choses et va défendre la population. Donc après cette passe un petit peu difficile, on a quand même réussi à bouger un petit peu le contour et laisser des zones submersibles dans le projet, notamment sur la partie entre guillemets la moins habitée, puisque effectivement pour la doctrine, pour l'État, c'est le risque, c'est une addition entre l'aléa, donc c'est tout ce qui est tempête climatique, inondation, enfin l'aléa climatique, et les enjeux. C'est-à-dire que donc on fait l'addition aléa plus enjeu sur un territoire, ça donne un niveau de risque. En substance, une submersion marine dans une zone peu habitée, voire un milieu naturel qui, même si c'est du non-vivant et qui a de la valeur pour nous, pour pour les assureurs, pour le commun des mortels, ça présente pas d'enjeu, donc il n'y a pas de risque. Voilà, c'est comme ça que c'est un peu vu.
C'est pas forcément notre point de vue. Et là, effectivement, au regard de tout le quartier des Minimes, qui était jusqu'à, je crois que ça l'est encore, les prix des mètres carrés les plus chers de La Rochelle, qui est déjà un territoire assez onéreux en termes de prix, il fallait absolument pas penser inonder régulièrement les quartiers. Donc, on a malgré tout travaillé, on a fait un très gros travail, et je reparlerai un petit peu des arbres bleus après. C'est une co-conduite avec l'ONG Bleu Versant, où on a des approches plutôt culturelles liées au risque, la culture du risque. On a travaillé en concertation pour essayer de regarder où est-ce qu'on pouvait mettre l'ouvrage ou les ouvrages. Donc on travaillait d'un côté avec les ingénieurs en modélisation, avec la dynamique, et puis dans le milieu urbain, comment finalement une masse d'eau arrive à bouger, quelle vitesse, quelle hauteur elle peut avoir avec la texture du quartier, et ce qui était intéressant, et avec la population. Et en fait, on a travaillé, en gros, plus on est au bord de la côte, plus l'agitation est importante, plus l'ouvrage est haut, plus on s'éloigne, moins l'agitation est importante, plus l'ouvrage est petit. C'est pour ça que nous, on voulait carrément ne pas mettre d'ouvrage. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait face à, pour nous, ce qui était en dehors de la politique publique sur ce type de dispositif, c'est l'acceptabilité de la population. Et là, on a été assez surpris. Les gens, globalement, veulent se protéger. Et donc, ça corrobore finalement une doctrine publique qui demande à court terme, puisque aujourd'hui tous les ingénieurs valident les bétons sur une cinquantaine d'années. Donc ces ouvrages-là, à 8 millions, ils ont une durée de vie limitée dans le temps. On sait déjà qu'ils sont faillibles, mais il y a des études de casse d'ouvrages qui sont faites et qui montrent des augmentations de risque. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, les gens ne sont pas prêts à s'adapter à court terme. Et en fait, le discours qui a été, nous, on a essayé d'effacer au maximum les ouvrages pour maintenir le risque à l'intérieur du projet. Et la population n'est pas prête pour ça. Après, une fois qu'on a dit ça, on avait quand même une mission à remplir, qu'on a essayé de travailler. Et là, c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, l'habitude des concepteurs paysagistes de s'adapter vraiment à la spécificité des lieux. Donc, avec une différence de traitement entre évidemment le milieu urbain relativement minéral à des milieux euh, plus diversifiés en termes de palette et de texture et d'usage. Et on a, nous aussi, beaucoup travaillé sur les types d'ouvrages, donc pas forcément du génie civil. En fait, c'est l'ensemble de l'espace public que l'on a retravaillé pour effacer finalement ce vocabulaire d'ouvrage maritime. Alors, je sais pas si on voit très très bien, si on peut zoomer. Ouais. Donc en fait, en fonction de la situation du projet, on a adapté la forme et l'espace public pour s'adapter à ça, et que finalement on requalifie finalement l'ensemble de l'espace public pour qu'il soit adapté à ces submersions qui vont être de plus en plus régulières. Il y avait un travail qui était hyper intéressant au niveau des anciens remparts qui étaient sous un parking en enrobé, qu'on a ouvert, et il y a eu des fouilles archéologiques, et on a choisi de venir finalement se regreffer dessus et on est allé chercher des pierres calcaires avec une densité similaire à des murs poids pour avoir les mêmes résistances mécaniques et absolument pas utiliser le béton et se réancrer sur l'ouvrage historique qui était un ouvrage de défense. Après, on a travaillé sur le mobilier pour que ce soit pas des ouvrages qui fassent 1 mètre, 1,50 m, mais au contraire des systèmes de clapets qu'on a dessinés, conçus pour qu'ils euh, je sais pas si on peut, à la notion de la commande publique. Ici, le projet a été vraiment riche à créer. Par contre, il était contraint. Et même si on a essayé de modifier la commande initiale,
les réserves et le temps politique ne permettent pas de d'aller jusqu'au bout. Et en parallèle, la création de l'ONG Bleu Versant, ça a été aussi de prendre d'autres biais qu'en tant que concepteur dans un cadre de marché public, on pouvait pas forcément se permettre. Et c'est là où, notamment sur la question des risques, on a travaillé sur la notion du temps et surtout de la question de la culture. Donc, on avait travaillé sur les arbres bleus. Les arbres bleus, en fait, c'était un geste entre guillemets plastique, mais qui avait un fond un peu plus important. Donc sur le bord de mer, il y avait 400 arbres. On a choisi l'arbre parce que c'est une symbolique aussi qui est très forte dans le milieu urbain. C'est un peu le manque de nature qui est incarné par l'arbre, et on a choisi de mettre sur le niveau bas le niveau atteint Parc Cynthia dans la nuit, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Ça atteint à certains endroits plus d'1 mètre dans la ville. Et le petit trait bleu que vous voyez en haut, c'est la cote exacte qui a été modélisée avec Cynthia plus 20. C'est-à-dire, on prend en compte le changement climatique et on prend cet événement qui est jugé l'aléa le plus élevé, connu, et on rajoute 20 cm moyen, puisqu'effectivement, plus on s'approche du bord de mer, plus l'agitation est importante. Et donc, en fait, ces deux lignes se recroisent. Donc, ça fait effectivement une espèce d'objet ou de situation de land art. Donc, c'était voulu pour que ce soit vraiment visuel. Lorsqu'on a fait ça, on a fait ça avec la population pour les faire participer à ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué de comprendre physiquement l'aléa en ville et surtout comment on s'adapte à ça. Aujourd'hui, on l'a fait dans d'autres contextes en dehors de projets d'aménagement. On l'a fait à Orléans et ça fait très peur. À Orléans, on l'a fait, c'est 3,50 m de haut, donc la peinture fait 3,50 m. Alors, je l'ai pas dit, la peinture, c'est de la chaux arboricole. Donc, c'est utilisé en arboriculture pour la protection contre les attaques d'insectes. Et on avait travaillé à Essaouira, où on avait trouvé un pigment issu de coquillages concassés. Et on avait utilisé ce pigment, d'ailleurs, qui vient de la mer, pour montrer cette cote. Et cette image nous paraissait intéressante parce que cette peinture ou ce badigeon, il s'efface avec le temps par les UV et par la pluie. Et pour nous, c'était vraiment symptomatique de la question de la mémoire du risque et la culture du risque, et qu'il fallait réactiver. Il s'efface avec le temps comme la mémoire de ce risque-là. Et pour nous, au final, dans ces approches-là, et on le voit aussi sur d'autres exemples, c'est une population urbaine qui est venue habiter des territoires littoraux, qui étaient habitués à vivre avec la mer, souvent des marins. Et finalement, cette question de l'aléa était beaucoup plus acceptée, acceptable. Et on n'avait pas du tout les mêmes rapports à cette question du trait de côte et du système défensif ou de la maladaptation. Et effectivement, pour nous, ce qui est paru essentiel, c'est de repeindre ces arbres. Et on a réussi 2 ans plus tard à réactiver ce dispositif-là avec les riverains pour que cette culture, en dehors de l'ouvrage et de l'aménagement, puisse perdurer et qu'on puisse maintenir cette approche-là, cette conscience que cet aléa, il est permanent. Après, on va peut-être passer sur la deuxième partie. Je vous montrerai d'autres approches de l'ONG et des projets de type plan guide qui peuvent être un peu plus adaptés à ce type de solution. Donc, si on revient donc avec climat à la recherche de l'adaptation, la deuxième partie de notre travail, donc il y avait un premier travail, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'était plutôt la critique du discours dominant, ou en tout cas essayer de comprendre les blocages et les freins. Et notre deuxième travail, c'était de trouver, en tout cas on s'était mis ça comme mission vu qu'il n'y avait pas de commande, c'était de trouver d'autres signaux qui peuvent marquer ou en tout cas être représentatifs de l'adaptation. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si on suit le déroulé, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, voilà, il y a plusieurs types d'adaptations qui existent aujourd'hui. Je en ai nommé quelques-uns. Et si, avec Marie, on pensait que ces types d'adaptations, ils étaient déjà repérés, ils étaient déjà présents,
Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qui existe d'autre sur ce périmètre d'études qui peut faire partie de l'adaptation, mais qui est aujourd'hui non repéré comme tel. C'est-à-dire qu'il n'est pas nommé comme de l'adaptation et qu'il est peut-être pas aussi... c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur la recherche de signaux faibles, ce qu'on appelle signaux faibles, ou ce que d'autres chercheurs ont nommé comme l'adaptation silencieuse, c'est-à-dire une adaptation qui n'est pas repérée et qui est donc silencieuse parce qu'elle est en mute, quoi. Donc, avec cette idée-là, de se dire on recherche les signaux faibles ou l'adaptation silencieuse, on a plutôt cherché des projets qui sont peu connus. Donc, on n'est pas du tout parti sur les plans guides et tout ça. Tout ce qui était déjà connu, on l'a pas pris dans notre repérage. Et on a travaillé à partir de plusieurs choses, à la fois un grand repérage de projets. Donc, je vais vous montrer après sur le site à quoi ça ressemble. Et on a essayé de chercher des projets à partir de plusieurs typologies de projets. Donc, on a créé une typologie de recherche. Peut-être que je peux vous en dire quelques mots. Il faut que je retrouve mon papier. Donc, on a créé cette typologie de recherche spécifique. On a choisi volontairement de mélanger les domaines d'études afin d'explorer d'autres manières de faire et d'analyser ces problématiques et aussi d'autres manières de faire projet. Donc, on n'est pas forcément que sur l'architecture et du paysage. On a donc cherché à travers plusieurs disciplines comme les sciences, l'écologie, le paysage, les manières d'habiter les territoires, l'architecture, mais aussi les arts, la philosophie, les actions collectives. Et de même, on a cherché aussi plusieurs modes d'action, donc les projets de recherche, des projets de territoire, des projets de gouvernance, des mises en réseau, des projets de lutte, des créations artistiques ou alors des projets associatifs. 5 minutes? D'accord. Voilà. C'est long, mais on arrive. Donc, si en fait, on a travaillé justement, je vais le retrouver, il est par là. Donc, ça, c'est notre site. Et donc, il y a cartographie de l'adaptation, où on a fait ce grand repérage de projets. Donc, il y a donc là, vous voyez le périmètre d'études. Ensuite, il y a les analyses de projets. Donc, si je prends que Loire-Bretagne, non, c'est l'inverse. Donc là, en fait, on voit la diversité des projets. Donc, il y en a il y en a presque 100. Je crois qu'on a 95. Donc, faut se dire que chaque projet, on les a étudiés. Donc, en quoi consiste le projet? On a analysé le projet. Qu'est-ce qui fait adaptation pour nous, sachant que c'était pas un projet qui était repéré comme de l'adaptation. Et ensuite, on a fait des mises en perspective. Donc, soit on le mettait en lien avec un projet miroir qui existe sur un autre périmètre d'études, soit en mise en perspective, on disait si ce projet nous a intéressés parce que ça et ça, mais par exemple, on trouvait il était peut-être, il allait pas assez loin sur tel ou tel domaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus fait une cartographie où tout est merveilleux. On a aussi dit là où, pour nous, ça allait peut-être pas assez loin, où il y avait peut-être des ambivalences ou quelque chose. Et donc, vu que je vais pas avoir le temps de les décrire en 5 minutes, en tout cas, il y a des projets d'archi, il y a des projets, comme j'ai dit, de collectifs citoyens, des projets de recherche, et ça va à une échelle très petite. J'avais mis dans les projets que je voulais vous montrer ici. Non, il est bloqué. Conversion de page numérique. Bon. Allez. Eh bien, non. Eh oui, je vois, mais qu'est-ce que je vais faire? Il a l'air de bugger en plus. Oh non, j'ai besoin de toi. C'est un site sur lequel on peut aller. Ouais, ça c'est donc notre site internet, pardon. Ce que je peux vous montrer, c'est qu'on a travaillé aussi en arborescence, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc l'arborescence, c'est-à-dire qu'on a pris cette grande masse de projets qu'on a repérés. Donc au début, il y avait 300 projets. Sur ces 300 projets, on en a étudié que 100 à peu près. Pour chaque, on les a analysés. On les a mis en lien avec d'autres projets sur d'autres territoires, si on avait connaissance d'un autre projet. Et donc, sur cette grande masse, on a pris un peu ça comme un corpus de recherche. Et sur ce corpus de recherche, on s'est dit, alors, comment on peut
rassembler est-ce qu'on peut faire des familles ou des catégories par type d'action d'adaptation. Et donc, c'est ce qu'on voit là, ce qu'on a appelé les modalités d'adaptation. Et donc là, on peut classifier les projets par type, par milieu ou par modalité d'adaptation. Ce qui m'intéresse ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est justement ces modalités d'adaptation. Si le PDF revient, mais il n'a pas l'air. Il revient au début, je sais pas ce qu'il a. On aura tout vu, vraiment. Bon, et alors non. En tout cas, ces modalités d'adaptation, c'est donc comme des modalités d'action. Et donc, chaque modalité d'action, on a essayé ensuite de la déplier sous format de carte mentale, comme je vous en avais montré une au début sur la critique du discours dominant. On en a fait une parallèle sur les autres formes d'adaptation. Donc ça, c'est un travail que j'aurais bien aimé vous montrer avec le PDF, mais qui ne fonctionne plus. Ouais, mais il ne veut même pas se fermer. Comment je pensais Technicien informatique arrive. j'ai forcé à quitter. Ah, forcé à quitter, ouais. Ouais, mais ok. Je vais ouvrir. J'ai même pas besoin de toucher. Ouais, si tu veux. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que les gens sont dans la place? Ça va être compliqué pour nous, hein? Ah oui, mais bon, malgré le site, ça va être compliqué. Bon, bref, notre travail de cartographie mentale, donc sur l'adaptation, il est en cours. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire en 2024. Donc comme vous voyez, c'est un peu une arborescence à l'infini et sur lesquels on travaille actuellement. Donc là, c'est justement dans les modalités d'adaptation, je peux vous en donner quelques-unes quand même. Il y avait lutter, se soulever, s'engager. Donc là, on avait mis justement un des projets pour les luttes contre les méga-bassines, donc des soulèvements de la terre. Pour nous, ça faisait partie des projets d'adaptation. Si on prend la modalité d'action lutter pour préserver des biens communs, et pour nous, c'était une modalité d'action qui faisait partie de l'adaptation. Je sais pas si vous voyez comment... C'est comme ça qu'on a réfléchi. Et donc, en fait, si on réfléchit comme ça à l'adaptation, ça permet d'englober beaucoup plus d'actions et aussi, ça permet aussi d'avoir des leviers justement pour augmenter ces types d'actions qui sont parfois minoritaires ou peu connus. Et donc, ça permet aussi, par exemple, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'argent public, il est fléché vers un seul ou peu de types d'adaptation. Mais si on prend un spectre beaucoup plus large et qu'on inclut plein d'autres projets, ça permet aussi justement de potentiellement avoir des leviers, ces financements qui soient distribués de manière autre, ou en tout cas beaucoup plus plurielle. Et là, on a mis sur cette cartographie de l'adaptation d'autres choses comme, je crois que j'avais mis le travail sur le deuil. Il y avait des choses qui sont presque en lien avec justement une approche philosophique de manière d'être au monde, d'accepter que les choses sont fragiles. On a essayé de travailler sur les points de rupture. Il y a plein de choses sur lesquelles on travaille qui sont pas aujourd'hui dans des projets, mais qui pour nous peuvent être des manières de réfléchir autrement à ces questions. Et vu que j'ai pas du tout lu, c'est pas grave, vu qu'il y a 5 minutes c'est passé, mais je vais au moins vous lire les questions finales qui sont, pour nous en tout cas, c'est une manière de réfléchir qui est autre et qui permet de se poser d'autres questions. Où seront les zones de refuge et d'accueil pour les migrations? Que faire des zones que l'on laisse à la mer, les déconstruire? Et là, je parle donc de toutes les zones qui seront submergées. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse les bâtiments sous l'eau? Est-ce qu'on les déconstruit et qu'on réutilise les matériaux pour en faire d'autres derrière? Que deviendront les villes littorales qui aujourd'hui vivent essentiellement du tourisme, dépendantes d'un modèle économique non diversifié? Quelle transformation de nos paysages cela implique dans des milieux déjà extrêmement fragilisés et fragmentés? Comment les paysages vont-ils se transformer avec l'entrée de l'eau salée, les sécheresses, la perte de la diversité du vivant? Comment imaginons-nous vivre dans ces paysages dans 10 ans, dans 20 ans, avec quelle transformation des lieux et de nous-mêmes?
À quoi serions-nous prêts à renoncer pour préserver ce à quoi nous tenons? Quelles seront les conditions de vie et d'habitabilité de ces milieux? Qui les habitera avec nous? Mais aussi, quels seront les absents, ceux qui nous manqueront? Et à l'inverse, quels seront les nouveaux venus? Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet miracle dans toute notre sélection de projets. Et donc, il y a aussi une des dérives, ce serait de croire parce qu'on a révélé ces initiatives, on est sorti d'affaires. Et c'est pour ça que j'avais mis après l'effet vitrine. Pardon, c'est bien après. C'était les projets que je voulais vous montrer, mais que j'aurais pas le temps. Il y en avait plein. Et retour critique, l'effet vitrine, ça veut dire que justement montrer toutes ces initiatives, et notamment auprès de nos financeurs, ça a permis de se dire justement quand on faisait des conférences, à ce que les gens finalement soient un peu rassurés. Et donc on veut pas dire ça non plus, ça veut dire qu'il se passe des choses, mais c'est vraiment infime en termes de rapport de force par rapport à l'adaptation dominante que j'ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire que ces projets-là, c'est vraiment tout petit, et en termes d'argent public qui leur revient, et en termes d'action par rapport aux autres types d'adaptation. Donc, c'était un peu mitigé comme conclusion. Voilà. Du coup, je vais pas avoir le temps de vous présenter le reste. Ah si, si. Quand même le temps de. Je vais juste mettre de réponse plutôt sur du grand paysage. Je vais montrer quelques images et expliquer quand même qu'il y a des pistes. Parce que sinon, on va. Mais je vous ai dit qu'il y avait des pistes, elles sont juste Il y en a. petites. Tac. Voilà. C'est ça. Surtout ça. Ça, c'est un travail qui a été fait sur le sud de La Rochelle, sur un territoire qui a été sur lequel il y a eu des morts je vais très très vite. La question de base, c'était une question purement urbaine et paysagère sur la frange littorale, comment retravailler sur une frange littorale qui a été dévastée par Xynthia. Il y a beaucoup moins de moyens, donc du coup, il y a plus de marge de manœuvre, entre guillemets. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pris comme exemple sur que ce territoire-là, on a pris tu as montré tout à l'heure la politique de zéro d'émission, zéro CO2 ou bas carbone de l'agglomération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les causes et les effets en même temps. Et en fait, en travaillant sur ce territoire-là, on a pris la carte des submersions marines à long terme et on a travaillé sur tout le territoire, notamment rétro-littoral, avec tout le système agricole qui est derrière, de marais, de milieux naturels, qu'on met en marche pour essayer de rentrer dans cette approche d'adaptation. Donc on a il y a des fois ça marche. On a fait valider le changement de périmètre par un travail de concertation avec les élus, les services. Donc les différents services, que là on est sur des secteurs agricoles, des secteurs maritimes, des secteurs urbanisés, des secteurs naturels, et on a fait un travail de récit, de découverte en fait de ce territoire avec la problématique de changement de paysage, comment chaque activité économique avec son paysage va pouvoir s'adapter et quel curseur il peut mettre là-dedans pour les interroger et les amener à d'abord visualiser ce changement pour ensuite voir comment on peut le mettre en place et ensuite arriver sur une espèce de récit commun et acceptable par tous pour que ça puisse changer. Et donc on a ensuite travaillé sur des documents plus classiques dans nos milieux, de plans guides sur différents secteurs, que ce soit agricole, urbain, zone urbaine inondable, comment justement cette inondabilité on la gère dans le moyen long terme, en termes d'adaptation du bâti, de mobilité dans des secteurs inondables, pareil sur les transports. Et on a vraiment travaillé sur tout autour de la question du récit de transformation de ces paysages et qu'est-ce que ça peut générer comme projet collectif en termes d'adaptation. Voilà, puis on pourra mettre, je vais mettre juste un petit film, mais on n'aura pas besoin de parler dessus. C'est avec l'ONG, on a travaillé aussi sur
des approches 100% culturelles. On avait travaillé avec la compagnie Anotaille. C'est un spectacle qu'on a fait en bord de mer à La Rochelle, où on a travaillé une scène qui s'est remplie progressivement avec la montée de la mer, où il y avait un double récit à la fois sur les migrations liées au changement climatique avec la compagnie Anotaille, et nous on avait travaillé sur la perception du risque submersion avec des petites maisons en sable qui progressivement, avec la montée de l'eau pendant le spectacle, s'effritaient avec le... Et des fois, effectivement, on arrive à passer des perceptions par ce type de prestations, quoi, ou de représentation. Là, on n'est pas obligé voilà, c'est un tout petit clip. C'est simplement, on avait fait un très gros travail pour que la mer soit un acteur principal de ce dispositif pendant la représentation. Et en fait, la mer montait et les comédiens étaient finalement sur leur petit bout de sable à la fin, enfin les danseurs plutôt. Euh, voilà, on voit quelques... Eux, ils ont survécu, ouais. Ouais, on voit là quelques images. D'aider à des projets de territoire, parce qu'on arrive à, on parlait de culture, du risque ou de culture de ce changement de territoire, et c'est souvent des approches que nous on trouve nécessaires pour arriver à débloquer un peu des situations de commande publique ou d'approche du territoire. C'est pas beaucoup plus positif, effectivement. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence qui était dense, qui était très dense, très intéressante. Moi, évidemment, j'ai plein de questions, mais je sais que vous en avez. Et je suis là pour vous donner la parole. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, eh ben, je leur tends le micro. Bonjour, donc merci beaucoup pour cet échange, cette conférence. Moi, j'avais une question. Quand vous parlez de projets un petit peu invisibles, quand vous avez parcouru votre territoire, là, surtout l'Ouest, quand vous parlez de projets un petit peu silencieux, des modes d'adaptation silencieux, pardon, en fait, j'ai un petit peu, donc je comprends qu'il y a des associations, même la vidéo qu'on voit derrière est quelque part un peu aussi une forme d'adaptation silencieuse, j'imagine. Mais comme projet vraiment physique qui laisse une empreinte, qui vraiment va venir marquer un territoire, un petit paysage pendant 100, 200 ans, qui vraiment représente un génie parfois hydraulique ou technique. Est-ce que ça, vous en avez relevé et vous auriez des exemples à nous partager, s'il vous plaît? Bon, il y a aussi des vieux projets, hein, il n'y a pas que des nouveaux projets, mais en tout cas, il y a des projets d'archi et des projets de paysage. C'est plus des constructions, mais le temps que je le cherche, peut-être on peut prendre une autre question. Non, mais peut-être sans Ouais. forcément le commenter à partir du site, mais peut-être des projets qui t'ont paru particulièrement intéressants. Non, là, on avait mis, dans ce que je voulais vous montrer, il y avait une étude, mais c'était un projet européen, donc c'est pas vraiment construit. Si toi, tu voulais quelque chose de construit. Ça, même une proposition de projet, même Ouais, une esquisse, ça c'était d'altitude 35 qu'on a mis, en tout cas qui était sur notre périmètre d'étude. Et donc ça, c'était c'est une proposition qu'ils ont faite, donc ça c'est plutôt en lien avec voilà, notre pratique ici ce soir, quoi, de tous. Mais après, je sais pas, il y a la passerelle de la Belle Henriette qui est aussi faite par des paysagistes à Nantes. Il y avait d'autres choses qui sont, en tout cas, il faut regarder quand vous sélectionnez, si on sélectionne paysage et architecture, ben, du coup, il va y avoir tous les projets qui sont en lien avec le paysage et l'architecture. Et donc, il y a à la fois des projets nouveaux, des projets anciens. Il n'y en a pas trop des projets anciens. Je pense, il faudrait que je regarde, en tout cas. Et... Bon, en tout cas, c'est une invitation à aller sur le site de Climat. Oui, voilà. Non, mais après, c'est juste une base de données qu'on a mis ouverte à tous, mais c'est pour que ça fasse des petits.
Oui, mais on a vu que c'était un peu plus qu'une base de données, parce que c'est une base de données qu'on met en relation dans des cartes mentales toujours très lisibles. Et donc, c'est un peu plus qu'une simple base de données. Parce qu'en plus, moi, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas vraiment la question par laquelle je voulais commencer. Mais c'est la question des écritures, quoi. Il y a des écritures très, très variées dans ce que vous avez proposé de vos enquêtes. À partir des enquêtes, on voit, il y a des entretiens assez classiques, il y a des écritures assez classiques, mais il y a aussi des écritures graphiques et des écritures, sonores, etc., qui semblent assez, intéressantes. Il y a une forme d'écriture que vous proposez quand même aussi. De ce point de vue. Enfin, c'est une bonne galère, mais c'est chouette à faire. Mais enfin, je dis une bonne galère parce que en fait, je pense que quand on a monté ça avec Marie, on avait envie d'explorer plein de choses différentes. Donc il y a des choses qu'on a laissées et qu'on n'a pas du tout mis sur le site internet aussi. On avait fait toutes des grandes cartographies justement pour montrer les cumuls de phénomènes avec ben voilà toutes les grandes cartes, mais ça on n'a pas montré parce que c'est. Enfin bref, on a justement montré des choses qui nous semblaient plus proches de nos sensibilités propres. Et justement, la grosse carto, on n'a pas forcément mis. On a mis ben, d'autres choses, quoi. Mais ça veut dire que bah, dans tout projet, on teste des choses. Et après, je sais pas, ce qui reste, on espère que c'est chouette. D'autres questions? Des remarques? En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus dans vos deux témoignages, c'est quand même la rigidité en fait des pouvoirs publics, que ce soit dans ton projet où effectivement tu disais c'est assez incroyable d'entendre que plus tu as d'argent et finalement moins tu as de liberté, moins d'élasticité et d'espace de débat finalement, parce que c'est des politiques et des financements publics qui descendent de tout là-haut et qu'il est très difficile de discuter et voilà, d'infléchir ces actions, enfin ces lignes de financement en fait. Et puis ton témoignage aussi, là dans ton travail, on a tous envie de se dire, mais finalement à qui vous allez le montrer ce travail quoi. Enfin, à un moment donné, ça peut être aussi parce que quand tu parles des actions comme des manifestants, qui ont fait l'actualité, on a vu comment le gouvernement aussi réagissait, prenait les citoyens, je dirais plus largement à témoin alors que personne ne comprenait rien à ce qui se passait. Donc, c'est par rapport à votre travail de chercheuse, là, comment vous allez le faire remonter, peut-être? Ou est-ce que vous n'allez pas le faire remonter, que ça va partir de la base? Est-ce que c'est quelque chose où il faut d'abord convaincre le regard, les citoyens, et puis à un moment donné, les politiques vont être obligés de bouger? C'est ça qu'on se pose comme question, qu'on a envie de savoir comment vous allez, est-ce que vous allez utiliser ce travail et comment vous allez le communiquer? Peut-être d'abord Barthélemy, parce que c'est bien. Alors, moi, effectivement, j'ai pas ce travail, et c'est une bonne question pour toi, hein. Moi, l'expérience que j'ai, et là, il y a beaucoup d'étudiants, et je pense que c'est important aussi de le montrer, c'est que que ce soit la rigidité des pouvoirs publics ou même les limites des concepteurs qui répondent à des commandes publiques, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, nous, c'est qu'avec le changement climatique, tout le monde est un peu, entre guillemets, à la rue. C'est-à-dire qu'il y a un changement de modèle culturel, conceptuel, méthodologique. Et en fait, les réponses, les premières, on l'a vu, hein, elles sont un peu défensives, un peu rapides, un peu immédiates. Et en fait, ce que ça montre, moi, ce que je vois, c'est que là, il y a le très court terme qui est en train de passer et que tous ceux qui vont commencer, et on a la chance d'avoir des métiers qui sont suffisamment larges en termes de spectre d'approche, donc ne les réduisez surtout pas. Gardez cette plasticité du métier, parce que c'est aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment là qu'on a des réponses, c'est-à-dire dans les traductions qui ont été montrées, c'est très hétérogène, il y a plein d'écritures différentes, plein de moyens d'approche différentes, et dans l'approche paysagère, elles peuvent se nourrir largement de tous ces médias qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui sont aujourd'hui invisibles, mais qui peuvent être repris, être retranscrits dans le projet de paysage. Et pour moi, c'est vraiment, même si aujourd'hui on est un petit peu limite, on voit qu'en termes de critique de projet, on arrive quand même à certains endroits à faire bouger les lignes. Et c'est se nourrir finalement de ce qui émerge aujourd'hui pour arriver à apporter les bonnes réponses. Et quand on parle souvent, on revient souvent sur la question de culture.
Pour moi, les référents culturels sont assez obsolètes. Il y a une accélération très très forte du changement climatique et des aléas qui nous obligent aussi à répondre rapidement. Eh ben, prenons le temps de mettre en route ces cultures un peu hétérogènes pour arriver à proposer ça dans le projet de paysage avec cette richesse-là. Parce qu'effectivement, sinon, on n'arrivera pas à contrecarrer des commandes publiques qui veulent répondre dans un temps de mandat, un temps politique, quoi. Rapide. Très rapide. Très rapide. Comment on va le mettre en œuvre? Après, votre question, c'était comment on peut essayer de faire bouger les lignes, on va dire. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qu'on a essayé de faire avec Marie, c'était d'avoir un regard critique sur ce qui était fait aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est hyper important, à la fois en tant qu'étudiant, mais à l'échelle de tout concepteur, en fait, de se poser les questions de ce qui est produit aujourd'hui et de pourquoi, qui ça sert. Je vous ai dit, adaptation pour qui on oublie, qui on inclut. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales. Et sinon, si on fait... Enfin, je pense qu'en tout cas, ça rejoint un peu le travail que fait Barthélémy, c'est-à-dire de re-questionner la commande, lui, dans sa manière d'être concepteur, et nous, en tant que chercheuse ou quand on fait de l'enquête de terrain, c'est de critique. Enfin, critique, c'est pas forcément négatif, c'est avoir un regard critique sur ce qui est proposé et dit comme étant, quand on dit dominant, comme étant la seule solution, la seule alternative ou le seul domaine. Généralement, quand il y a un peu un unique prisme, c'est qu'il y a un peu des œillères sur d'autres choses. Donc, c'est ça qui nous a aussi donné envie de gratter à côté et de voir. Et après, pour faire bouger les lignes, ça veut dire que nous, on a un levier d'action potentiel, c'est les partenaires financiers avec qui on travaille, qui sont des grosses institutions. Et donc, quand on leur fait des rapports ou quand on fait des conférences de rapports de fin d'enquête, on espère que ça leur fait bouger aussi, justement, les subventions, que la prochaine fois, peut-être, ils incluront d'autres choses, que leur modèle, quand ils conçoivent l'adaptation, il aura peut-être un peu bougé, leur référentiel culturel, comme disait Barthélémy. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, voilà. Merci pour cette réponse courte. D'autres remarques, d'autres questions? Allez, moi j'en ai une dernière si ça vous dérange pas, mais et puis je la pose de manière un peu brutale. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est plus dans la discussion que vous avez pu avoir, c'est finalement, même si je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres cas que les cas que vous avez évoqués, mais là on voit bien à quel point, ça montre particulièrement à quel point la maîtrise d'œuvre ici, elle n'est pas totalement suffisante. On voit bien, il faudrait, pour avoir des vrais processus d'adaptation, des enquêtes, de la participation, de l'art, de la citoyenneté aussi. On voit bien ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à quel point vous remettez dans ces stratégies d'adaptation le citoyen et les habitants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on est potentiellement l'ingénierie et l'expertise environnementale est potentiellement met de côté potentiellement la discussion démocratique. Donc, j'ai trouvé que voilà, cette dimension finalement d'un projet un peu total que vous avez essayé de montrer. Alors, essayez. Je trouve que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans cette mise en regard. Bon, je ne sais pas si ça suscite des remarques, des réponses. C'était pas vraiment une question d'ailleurs. Donc bon, je sais pas. Non, mais je pense qu'en fait, il faut surtout avoir pas mal d'humilité face à c'est un vrai défi, hein. Au niveau de l'ONG, on travaille en permanence avec un comité scientifique, des climatologues. Alors, Sophie est un peu pas pessimiste, mais assez clair sur le constat. La plupart des chercheurs le sont. Effectivement, il y a urgence. Après, par rapport à ça, c'est cette diversité. C'est quand on voit, il y a autant de personnes qui aujourd'hui, il y a 30 ans, dans une école de paysage ou d'urbanisme, il y avait des modèles assez clairs, qu'on pouvait contester, mais il y avait pas une très très grande diversité. Aujourd'hui, on a renversé la table, les Mikado sont redistribués et il y a un peu, chacun va avoir la possibilité aussi d'aller chercher plein d'autres fibres
pour essayer de trouver des éléments de réponse, ou en tout cas d'essayer de trouver des pistes. Et c'est assez, ça fait peur, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus ouvert comme approche. Et il y a enfin moi je trouve que c'est assez excitant intellectuellement de se dire que on est dans une espèce d'instantanéité, de réflexion, de test pour essayer d'apporter des réponses. Et donc l'humilité, c'est un peu un travail de recherche et développement et de test et de participation collaborative en même temps. On ne sait pas exactement quelle va être la qualité de la réponse proposée, mais on a l'humilité et l'exigence d'essayer de chercher et de mettre en partage finalement cette recherche et ce mode de réponse, quoi. Et le désir tenace. Ouais, c'est vrai, c'est important. Et Faut le merci. faut le trouver fort, quoi. Et ben, sur cette ténacité, je pense qu'on va aller boire un petit verre de blanc ou de rouge, hein.